Bonjour et bienvenue à tous aujourd'hui pour un épisode exceptionnel de notre podcast Aux urnes citoyens avec l'ancien ministre de l'Industrie et de l'Agriculture, Hussein Hassan. Il est très rare que les responsables du Hezbollah acceptent de parler en français pendant plus de 30 minutes. Alors nous allons en profiter pour parler des élections, de ce qui pourrait se passer ensuite, de la double explosion au port de Beyrouth, mais aussi de la réaction du parti vis-à-vis du soulèvement du 17 octobre. Nous suivrons les mêmes règles qu'avec tous nos autres invités, ni complaisance, ni agressivité. Bonjour Hussein Hassan. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre entretien et de nous recevoir ici. C'est mon devoir. Je vais commencer par une question qui est assez large, mais je vais vous demander d'y répondre de façon assez précise. Quel est le projet du Hezbollah pour le Liban ? Est-ce que le Hezbollah veut maintenir le Liban tel qu'il est, ou est-ce qu'il veut promouvoir un autre Liban, et si oui, lequel ? Nous avons un projet pour le Liban, oui, nous avons un projet pour le Liban, mais en collaboration, en harmonie avec tous les autres Libanais, malgré les divisions sectorielles, les divisions politiques. Nous croyons à un Liban où les Libanais doivent vivre en harmonie. La question essentielle, ne doit pas être posée seulement à Hezbollah. La question essentielle doit être posée à tous les Libanais, à tous les politiciens libanais, à tous les partis libanais. Est-ce que le régime politique et le modèle économique libanais doivent être modernisés ou non ? Quelle est votre réponse, vous, en tant que parti, à cette question ? Oui. La question essentielle, le régime politique doit être modernisé, à notre avis. Qu'est-ce que ça veut dire, moderniser ? Moderniser, c'est-à-dire, est-ce que le confessionnalisme politique est un obstacle devant la modernisation ou non ? C'est une question essentielle. Donc vous prônez la sortie du confessionnalisme politique ? Certainement. Excusez-moi, mais durant tous nos entretiens avec chacun des responsables, chacun d'entre eux nous a dit « nous, on est en faveur de la déconfessionnalisation ». C'est très simple. Qu'est-ce qui l'empêche, cette déconfessionnalisation ? Les intérêts politiques. C'est-à-dire ? Des intérêts politiques, parce qu'il y a des partis, il y a des politiciens qui profitent beaucoup du confessionnalisme politique. Lesquels ? Ce n'est pas mon devoir de les citer maintenant. La question essentielle dans notre entretien aujourd'hui, est-ce que ce régime politique a amené à beaucoup de problèmes ou non, et il a besoin d'être modernisé ou non. Si oui, donc il faut entamer un dialogue responsable, et non pas le dialogue pour le dialogue. Responsable pour aboutir à des résultats en ce qui concerne le régime politique, comment le moderniser. Hezbollah n'a pas, je suis très clair dans cette question, n'a pas un projet à lui-même pour le Liban, en ce qui concerne le régime politique. La question, c'est de trouver les moyens de moderniser le régime politique ensemble. Est-ce que ce dialogue, il est possible tant que le parti dispute à l'État son monopole de la violence légitime ? C'est une question légitime, mais la réponse doit être acceptée par les autres. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, jamais dans le passé, ni dans le futur, la question des armes n'aura aucun rôle dans la question intérieure libanaise, politique, économique, n'importe. Donc si demain, l'ensemble des responsables politiques viennent vous voir et vous présentent un projet qui prône la déconfessionnalisation de l'État, qui prône tout ce que vous voulez, mais qui en contrepartie vous demande de déposer les armes, ça, c'est pas quelque chose de négociable. Non, c'est pas comme ça. Quelle est la relation entre ça et ça ? Il n'y a pas de relation. La question des armes concerne les dangers israéliens et terroristes, et concerne comment défendre le Liban. Il n'y a pas de relation entre le régime et les armes. Ce n'est pas une question
qui doit être posée de cette façon. C'est deux sujets séparés pour vous. Ils sont totalement. La semaine dernière, nous étions chez Gebran Bassil et il nous a dit « La situation n'est plus tenable. Le Hezbollah ne peut plus disputer à l'État son monopole de la violence légitime. Il faut faire une stratégie de défense nationale. » Et le Hezbollah s'y était engagé en 2006 et aujourd'hui, le Hezbollah va le faire. Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec lui, avec le constat ? Et ensuite, est-ce que vous pensez que c'est possible et selon quelles conditions ? Tout d'abord, nous ne disputons pas avec l'État les questions des armes. Ce n'est pas une question de dispute. C'est une question de déficit de l'État, qui n'a pas bien armé l'armée libanaise, qui n'a pas bien armé les forces libanaises, pas les forces libanaises ensemble sont parties, les forces armées officielles libanaises. C'est un déficit de l'État qui n'a jamais pu mettre la question de défense et de souveraineté au niveau convenable. Donc ce n'est pas une dispute avec l'État, c'est un déficit de l'État. C'est un déficit de l'État aussi parce qu'il y a une certaine vision politique qui dit que à l'époque, et qui est toujours présente, même si on ne le dit pas, que la force du Liban est dans sa faiblesse. Non, ce n'est pas acceptable. Est-ce que le Hezbollah peut participer à compenser le déficit de l'État ? Donc la fameuse stratégie de défense nationale dans laquelle le Hezbollah jouerait un rôle. Nous sommes toujours ouverts à toute discussion responsable et qui peut aboutir à des résultats. C'est pas une question, on ne refuse pas un dialogue, mais la question essentielle aussi que les autres ne doivent pas avoir des préjugés et des prédécisions. Il faut avoir on fait le dialogue pour aboutir à des résultats dans des buts bien définis. Défendre le Liban. Comment le défendre ? Comment le défendre si on ne peut pas amener les armes convenables ? Comment on le défend si on n'a pas la décision de le défendre parfois ? Vous savez bien qu'il y a une partie des Libanais qui dit qu'on peut libérer notre territoire par la diplomatie. Jamais ça n'a pas été fait. Donc pour vous, les conditions finalement de cette stratégie de défense nationale, c'est d'avoir les armes qu'il faut au niveau étatique et d'avoir la possibilité de les utiliser au niveau étatique, c'est ça ? Certainement. D'accord. Certainement. Si on a les armes, on ne les utilise pas. Ou si on n'a pas les armes, comment le défendre ? Et est-ce qu'une répartition du pouvoir qui serait à votre avantage, qui vous permettrait d'utiliser les armes ? Il n'y a pas aucune relation entre les distributions du pouvoir et la question de la résistance. J'aimerais, si vous le voulez bien, maintenant qu'on évoque le 17 octobre. Durant les premiers jours du soulèvement, il y a eu un moment d'hésitation un petit peu. On a senti ça en tout cas au sein du Hezbollah. Il y a même eu, vous me direz si les informations ne sont pas correctes, des débats au sein du parti pour savoir quelle position il devrait prendre. Et finalement, il a décidé de s'opposer au 17 octobre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Tout d'abord, nous n'étions jamais dans la position d'opposition contre le 17 octobre. Quelle était alors exactement votre position ? La question essentielle, au début du 17 octobre, c'était un soulèvement populaire contre une décision du gouvernement en ce qui concerne le WhatsApp. C'est bien compréhensible. Oui. C'est bien acceptable que la population se soulève contre une décision incorrecte. Mais après, nous avons vu une condamnation politique pour tout le monde. Kullun yani kullun. Ce n'est pas acceptable. On ne peut pas dire que tous les gens sont incorrects. Tous les gens sont corrompus. Tous les politiciens sont corrompus. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable qu'on condamne tout le monde politiquement en tant qu'ils sont incorrects, corrompus. Excusez-moi de vous couper, c'est-à-dire que pour vous, ce n'est pas acceptable qu'on mette le Hezbollah sur le même plan. Pas seulement le Hezbollah. Donc qu'on mette tout le monde dans le même sac. On ne peut pas condamner
tout le monde, comme ça. On peut dire qu'on ne peut pas condamner tout un parti complètement, pas seulement le Hezbollah. On peut condamner un partisan, un politicien, un ministre, 2 ministres, 20 ministres, 15 ministres, 10 ministres, 20 députés, 30 députés, pas tous les députés, pas tous les ministres, pas tous les présidents, pas tous les partis, mais c'est pas comme ça. Ça, c'est la première question. Donc, on ne peut pas faire comme ça et vous demander à Hezbollah d'accepter, ou à notre parti d'accepter. C'est pas logique. Mais ça fait partie du jeu politique, non? Ok, donc ça fait partie du jeu politique que je dis, que je critique le 17 octobre. Bien sûr. Donc, okay. Bien sûr, mais est-ce que pour vous, il était fondamentalement négatif? Non, je ne dis pas qu'il était fondamentalement négatif. Je critique les questions négatives. D'accord. J'ai dit au début que c'est bien compréhensible le soulèvement de la population. C'est bien clair. Il y a beaucoup de points, beaucoup de sujets devant lesquels la population doit se soulever. Je ne dis pas peut se soulever, doit se soulever. Mais ce n'est pas acceptable de condamner toute la population. Vous savez bien qu'il y a une partie du soulèvement du 17 octobre à accuser Hezbollah comme étant terroriste. C'est acceptable? C'est pas acceptable. C'est condamné. 3. Vous savez bien que dans le soulèvement du 17 octobre, il n'y a pas eu de façon claire qui sont les dirigeants. Pour faire une négociation ou une discussion, un débat avec eux. Vous auriez été prêt à ce débat? Certainement. Certainement. Nous avons fait des débats avec quelques partis avec IES et partis avec IS. Et qu'est-ce que vous en avez conclu? Qu'est-ce que vous en avez retenu de ces débats? Nous avons vu très bien que dans le 17 octobre, il y a des gens qui sont très corrects et d'autres qui sont, pour ne pas dire incorrects, où il y a beaucoup de points d'interrogation et d'exclamation. Donc, 17 octobre, pour nous, n'a pas été refusé, mais n'a pas été complètement accepté. Pour les raisons que j'ai citées et d'autres raisons. Par exemple, comment pourrions-nous comprendre, parce que c'est dans le passé, que cette relation incompréhensible entre certaines divisions, partis IS et partis ES de 17 octobre avec l'ambassadeur, avec l'ambassadrice américaine. Donc vous considérez que certaines une partie du 17 octobre... Oui, c'est très clair. C'est pas un secret. C'était très clair. C'est pas un secret. Et il y a pour cela, vous savez bien qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont déclaré aux télé, dans les médias, qui sont avec la politique américaine, qui sont très ouverts pour la normalisation avec Israël. C'était très clair. Ce ne sont pas des secrets, c'est dans les médias. Vous êtes né, quand je dis vous, le Hezbollah, vous êtes né à la base comme un mouvement qui se voulait révolutionnaire. Et aujourd'hui, vous êtes considéré par beaucoup comme le principal défenseur du statu quo, du système. Comment vous expliquez cette évolution? C'est pas juste. Enfin, c'est pas juste. C'est le Liban. C'est une critique qu'on entend beaucoup. Ok, c'est le Liban. Et vous savez bien, bon, j'accepte cette critique. Et j'accepte le principe de la critique, mais je n'accepte pas le contenu, parfois. C'est votre droit. C'est très clair. Il y a une différence d'accepter la critique, et je n'ai pas le droit de refuser la critique. Alors, qu'est-ce que vous répondez à cette critique? Oui, c'est très clair. La révolution au Liban, en principe, pour ne pas dire au Liban, en principe, la révolution dans le monde, c'est de changer le régime. Ce n'est pas notre rôle de changer le régime. C'est le rôle de qui alors? Ok. Est-ce qu'on peut changer le régime au Liban? En introduction, vous nous expliquiez... Attendez un peu. Le Liban, c'est un pays où il y a 17 ou 18 confessions. Il y a beaucoup de composantes dans chaque religion. Donc, nous n'avons pas un projet de révolution dans le Liban. La révolution à laquelle nous croyons, c'est contre Israël et contre la domination américaine dans la région. Au Liban, nous croyons à un changement pacifique, à un changement
acceptable par tous les Libanais, un changement qui va être discuté avec tous les Libanais, et un changement qui est convenable et qui présente toutes les garanties pour tous les Libanais. Quitte à s'allier avec des gens qui ne partagent pas votre ligne politique, quitte à s'allier avec des gens contre qui une partie, y compris de votre rue, a manifesté, vous êtes prêts à tout ça? Certainement, nous sommes prêts à discuter, mais à condition qu'on se comprenne, tous les deux. Est-ce que vous croyez que on peut convaincre quelqu'un par la force? Jamais. Mais finalement, votre réaction au mouvement du 17 octobre, elle a eu quelque part l'effet inverse. C'est-à-dire qu'au moment du 17 octobre, la question du Hezbollah n'était pas centrale. Le slogan phare, c'était effectivement le Kellon Yerne Kellon. Aujourd'hui, 2 ans, 3 ans plus tard, le Hezbollah est le principal sujet de polarisation au Liban. Pas le Hezbollah à l'intérieur. La question de la résistance. La question générale des armes du Hezbollah. Ça pose beaucoup de questions. Est-ce que vous ne pensez pas que, quelque part, ça a été contre-productif comme réaction? Non, ça n'a pas de relation avec 17 octobre. Ça a une relation avec quoi? Non, ce qui se passe maintenant, c'est en relation totale et complète avec la conviction politique des gens qui critiquent actuellement Hezbollah. Est-ce qu'ils ont critiqué la vue économique de Hezbollah? Est-ce qu'ils ont critiqué l'expérience des ministres de Hezbollah? Est-ce qu'ils ont critiqué l'expérience des députés de Hezbollah? Est-ce qu'ils ont critiqué l'expérience des municipalités où le Hezbollah a vaincu dans les élections municipales? Est-ce qu'ils ont critiqué le projet économique ou politique intérieur de Hezbollah? Ils critiquent la question des armes. Ils accusent des accusations incorrectes pour ne pas dire autre chose. Ils disent quoi? Que le Hezbollah gouverne le Liban. Où? Je vais vous donner quelques exemples. Aux gens, pas à vous, aux gens qui disent que le Hezbollah gouverne le Liban. OK. Comment ils peuvent faire que le Hezbollah gouverne le Liban et la Banque centrale libanaise met en œuvre les amendements américains contre les membres de Hezbollah? Comment le Hezbollah gouverne le Liban et le ministère des Affaires étrangères, dans beaucoup de questions, a pris position qui est contre le point de vue de Hezbollah. Comme l'Ukraine. Comme l'Ukraine, comme le Yémen, comme beaucoup de choses. Comment le Hezbollah gouverne le Liban? Et quand on a amené le mazout iranien, on l'a pris à Syrie et pas un port libanais. Mais c'est pas normal de dire quelque chose qui est même illogique. Un parti qui gouverne un pays ne peut prendre aucune décision. Le Hezbollah gouverne le Liban, il ne peut pas mettre à part un juge. Vous parlez du juge Taleb Bitar. Bitar ou autre chose. Nous en reparlerons par la suite. C'est pas normal. Mais de poser ces accusations. Sans tomber dans l'excès que vous gouvernez le Liban, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez plus de pouvoir que vous ne l'aviez Oui, où? En 92 ou en 2005? Écoutez. Le nombre de directeurs généraux dans les ministères pour le Hezbollah ne peut pas dépasser 1 ou 2 ou 3 ou 4. Mais le chef du Parlement est votre allié, le président de la République est votre allié. Les alliés, c'est autre chose. Tout le monde a le droit d'avoir des alliés. Vous avez la majorité au Parlement. OK. Tout le monde a le droit d'être allié, d'avoir des alliés et de travailler pour avoir la majorité. La politique, c'est comme ça. Mais quand on dit que le Hezbollah gouverne le Liban, comment? Vous voulez dire qu'institutionnellement, vous avez moins que les autres? Quand on parle de l'occupation iranienne du Liban, où? Par le mazout iranien qui n'a pas pu passer qu'à travers un port syrien. Nous en parlions tout à l'heure, ces élections, elles arrivent dans un contexte extrêmement polarisé, qui ressemble peut-être davantage à 2009 qu'à 2018.
Est-ce que dans ce contexte, c'est très important pour vous d'obtenir la majorité et pourquoi? Dans toutes les élections, est-ce qu'il est normal qu'une alliance politique ne travaille pas pour la majorité? Le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a reconnu lui-même que durant ces élections, le parti allait aider ses alliés comme jamais auparavant. Est-ce qu'il est normal qu'un parti n'aide pas ses alliés s'il a la possibilité de les aider? Personne ne dit que c'est anormal. Je demande juste si c'est très particulier normal. par rapport C'est très normal. aux autres élections. C'est très normal dans toutes les élections, et surtout dans ces élections, parce que la polarisation politique est dans un niveau très élevé. Est-ce qu'elles sont, vous avez compris ma question, est-ce que ces élections, elles sont plus importantes qu'en 2018 pour vous? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous savez bien que c'est très clair, surtout qu'il y a des partis politiques intérieurs qui ont dit ça. Il y a des responsables internationaux américains et européens, et même les Israéliens, ils ont parlé de ces élections, et ils ont parlé du but que eux ont dit que leurs alliés au Liban, ils veulent que ils ont dit ça, qu'ils veulent que leurs alliés au Liban gagnent ces élections. Les Américains ont dit ça, les Saoudiens ont dit ça, les Israéliens ont dit ça, malheureusement, ils ont dit ça, les Israéliens, et je n'ai pas vu des indignations libanaises que les Israéliens sont impliqués dans les élections intérieures libanaises. Bon, quand vous voyez que les Américains, les Arabes, les Européens, les Israéliens même, s'impliquent dans les élections, et ils disent ça tout clairement, ils veulent que Hezbollah et ses alliés ne gagnent pas ces élections. Est-ce qu'il est normal que le Hezbollah ne travaille pas pour gagner ces élections avec ses alliés? C'est pas normal. Et si ils y parviennent, si demain le Hezbollah perd sa majorité lors des législatives, comment réagirez-vous? Celui qui gagne et celui qui perd les élections, n'importe, doit accepter les résultats. Et après les résultats, il y a une nouvelle période politique au Liban. Elle peut donner quoi, cette nouvelle période? Le Liban, vous croyez que le Liban... Pour nous, nous avons gagné les élections en 2018 et nous avons partagé le pouvoir avec l'autre alliance politique. Nous avons, quand le président Hassan Diab a été nommé, nous avons insisté pendant un long temps notre opinion qu'il faut partager le pouvoir. Eux, l'autre alliance politique, ont toujours prouvé qu'ils ne veulent pas partager le pouvoir. Mais ils pourraient vous répondre, eux, qu'à des moments donnés, depuis 2005, ils sont sortis du gouvernement, ils se sont écartés du pouvoir. Vous preniez l'exemple de Hassan Diab, Saad Hariri. Ils ont refusé de participer dans le gouvernement de Hassan Diab. Mais vous n'avez jamais refusé de participer dans les dernières années. Comment? Pourquoi? Est-ce qu'il y a un gouvernement, durant ces dernières années, qui a pu se former sans le Hezbollah? Est-ce que vous avez accepté, au bout d'un moment, de ne pas participer à un gouvernement? Pourquoi je dois accepter de ne pas participer? Pourquoi? Je ne fais pas partie du pays, je ne fais pas partie de la vie politique. Pourquoi je dois accepter de ne pas partager? Vous parliez tout à l'heure des grandes négociations qui peuvent se passer après les élections. Je ne parle de rien, je parle des principes. Je ne parle pas des détails. Les principes, c'est le Liban, c'est un pays où les Libanais doivent être ensemble pour faire face aux dangers politiques, économiques, Israël, terrorisme, tous les dangers qui menacent le Liban. Mais on pourrait vous répondre aussi que ce modèle, je parle d'un point de vue politique, a été plutôt dysfonctionnel et a abouti à la situation actuelle. Le modèle fait résultat du régime politique. Il n'est pas un modèle qui vient de la Lune.
Donc il faut changer le régime. Non, je dis il faut améliorer le régime. Dans quel sens? Au fur et à mesure d'abolir le confessionnalisme politique. Il y a aujourd'hui des gens qui sont favorables à la résistance, qui vous défendent à 100% sur ce sujet-là, y compris dans votre base, mais qui vous reprochent vos alliances politiques, qui vous reprochent votre politique quotidienne, et qui vous reprochent notamment aux élections de vous allier, je vais prendre l'exemple, avec Marwan Khariddin au Liban Sud 3. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens? Les reproches que les gens accusent, que ce soit le Hezbollah ou d'autres partis, sont, en premier lieu, sont compréhensibles et acceptables, mais quand les dirigeants du parti vont prendre les décisions définitives, ils doivent prendre en considération non pas seulement les reproches, qui sont très acceptables et très respectueuses, mais aussi les données politiques qui parfois amènent à des décisions qui ne sont pas tout à fait acceptables. Vous voulez dire qu'il y a des intérêts supérieurs? Intérêts, contraintes, pas seulement des intérêts, des contraintes. Il y a des intérêts, il y a des contraintes, il y a des réalités politiques, il y a des choix que les alliés peuvent prendre, et on ne peut pas dire, comme les alliés ne peuvent pas nous imposer nos choix, nous ne pouvons pas imposer sur les alliés, nos alliés, leurs choix. On va parler maintenant, si vous le voulez bien, de la double explosion au port de Beyrouth. Vous considérez, le Hezbollah considère que l'enquête menée par le juge Taleb Bitar est politisée et qu'elle vise un camp. Certainement. Et qu'elle vise un camp en particulier. Elle vise un camp en particulier. Or, les personnes mises en cause dans l'enquête, qu'elles soient chiites ou sunnites, ce sont des personnes qui avaient connaissance de la présence du nitrate d'ammonium au port de Beyrouth. Alors, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est est-ce que vous nous dites non, ils n'avaient pas connaissance? Est-ce que vous nous dites oui, ils avaient connaissance, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont responsables? Ou est-ce que vous nous dites il y avait d'autres gens qui avaient connaissance et qui, eux, ne sont pas poursuivis? Commençons par cette question. Le juge Fadi Sanwan, qui était le prédécesseur de Taleb, qui était avant le juge Bitar, a mis une liste qui comprend plusieurs premiers ministres et plusieurs ministres, et qui savaient qu'il y avait le nitrate. Pourquoi il y a accusation de ministres qui sont alliés de Hezbollah et pas les autres? Par exemple, qui n'est pas accusé et devrait être accusé? Il y a beaucoup, et quelques-uns d'eux, il y a des lettres très claires qui ont été distribuées dans les médias. Pourquoi? C'est la première question. Ça, c'est clair. Accuser un ministre, deux ministres, trois ministres, accuser tous les ministres qui ont connu, ils ne sont pas impliqués, qui ont connu. Il faut être très clair. Qui avaient connaissance de la présence du nitrate d'ammonium au port. Bon, un. Deux. Est-ce qu'il y a des responsables de sécurité qui ont eu connaissance ou non? Pourquoi ils n'ont pas été accusés? La plupart l'ont été. Non, pas la plupart. La minorité. Qui ne l'a pas été? Oh, beaucoup. Vous me dites beaucoup à chaque fois, mais vous ne voulez pas me donner des noms. Je ne suis pas le juge. Quand je cite quelqu'un, c'est-à-dire je l'accuse. D'accord. Et je ne suis pas dans cette position pour accuser. Pour ne pas avoir la même situation que le juge Bitar. Quand moi, Hussein Hassan, ministre, ex-ministre, député de Hezbollah, responsable de Hezbollah, je cite une personnalité, c'est-à-dire que je l'accuse. Je ne vais pas l'accuser. Mais je sais bien, et vous savez bien, qu'il y a des premiers ministres et des ministres et des responsables de sécurité qui n'ont pas été accusés et même cités. Deux. La question essentielle. Deux. La première personne qui a qui a fait passer le nitrate du navire au port était un juge. C'était une décision de juge. Ok.
Ce juge, son nom est avec 4 juges, donc 5 juges, leur nom est cité dans le dossier. Bon. Le juge Buttard a décidé que ces 5 juges, y compris le premier juge qui a pris la décision de faire passer le nitrate du navire au port, a décidé que les 5 juges doivent être interpellés et jugés devant le Conseil suprême de la loi. Et dans cette question, il a dit qu'il veut respecter la loi qui concerne les juges. OK, bien. Vous dites pourquoi il ne fait pas la même chose? Pourquoi il ne fait pas la même chose avec les ministres qui doivent être, selon, pas la loi, mais selon la Constitution qui est suprême à la loi? Pourquoi il insiste qu'il veut interpeller et juger les ministres devant lui et devant la Cour suprême, et pas selon le Conseil d'interpellation et du jugement des ministres et des présidents, qui est constitué par qui? Par 8 juges de la Cour suprême et 7 députés. Parce qu'on est dans un pays où règne l'impunité depuis des décennies et qu'on a eu une explosion qui a fait plus de 200 morts, qui a détruit... On amène les juges devant lui. Vous êtes en train de dire que tout le monde doit être traité de la même manière. Selon la loi. Et dans ce cas-là... Selon la loi, pas de la même manière. Selon la loi. Selon la loi actuelle. Selon la loi actuelle, les juges doivent être jugés devant la Cour suprême de la loi. Le Majlis al-A'la al-Qada. OK. Selon la Constitution, pas selon la loi, qui est suprême à la loi, les ministres doivent être jugés selon la Cour suprême de jugement des ministres et des présidents constituée par 8 juges et par 7 députés, en plus. Il y a un débat sur ce point. Non, il n'y a pas de débat. C'est très clair. C'est très clair. Il y a beaucoup de constitutionnalistes qui disent aujourd'hui que... OK, il y a beaucoup de constitutionnalistes qui disent la question est l'inverse, selon selon. Bon. La troisième chose. La question finale. Si vous avez une question devant la Cour suprême, et vous avez un avocat qui poursuivit cette question, demandez à votre avocat, n'importe quel avocat, est-ce que les démarches devant la Cour suprême prend dans des conditions normales moins que 6 mois ou 1 an, 2 ans parfois? Pourquoi, dans cette question, les démarches ont pris parfois 5 heures, 6 heures? Et ce qui est surprenant que... C'est quand même pas une affaire ordinaire. Ce n'est pas... OK, je comprends. Mais ce qui n'est pas ordinaire, que un juge, un grand juge, des grands juges disent « ce n'est pas notre mandat ». C'est le mandat de qui? Ils ne disent pas que c'est le mandat de qui. Ils disent seulement que ce n'est pas notre mandat. Mais moi, je suis... Lui, c'est pas moi. Lui, le ministre, est accusé d'une question très grave et qui présente une lettre. Le juge dit seulement « ce n'est pas mon mandat ». Donc c'est le mandat de qui? Les ministres accusés sont accusés de savoir qu'il y a du nitrate. Mais comment le nitrate est arrivé au Liban? Le juge Bittard, est-ce qu'il a pris le temps et il a fait l'effort nécessaire pour travailler sur cette question essentielle? Il y a eu une enquête journalistique à ce sujet
qui lie l'arrivée du nitrate d'ammonium au Liban à une société qui appartient à 3 hommes d'affaires syro-russes proches du régime de Damas. C'est pas tout à fait définitif, pour ne pas dire... C'est une enquête journalistique. L'enquête journalistique, pour moi, c'est une nouvelle. Mais quelle est l'enquête du juge Bitar? Mais vous écartez cette thèse que le régime de Damas... Je n'écarte rien. Je ne suis pas le juge pour écarter et ne pas écarter. Je dis quelle est l'enquête que le juge Bitar a fait sur la source et les sociétés qui sont responsables du nitrate et pourquoi ils sont arrivés au Liban. Où et comment et pourquoi. C'est la responsabilité essentielle. Ce n'est pas celui qui a qui a fait connaissance qu'il y a du nitrate. Je ne dis pas qu'il n'est pas responsable, mais je dis que c'est pas la responsabilité essentielle. Parce que parfois, vous savez que le ministre, moi je ne défends pas les ministres, et je ne fais pas maintenant défense ou attaque. Je vous explique tout simplement. Parfois, le ministre vient devant lui un certain dossier, où le directeur général dit que, Monsieur le ministre, nous voulons faire passer ce dossier devant la cour telle. Majlis Shura al-Dawli, le Conseil de l'État. Da'irat al-Qadaya. Le ministre, la champion dit, OK. Sans lire. Il ne fait pas plus que ça. Oui, mais c'est quand même sa responsabilité, le ministre. OK. Vous ne l'auriez pas fait, vous, en tant que c'est là le crime, ou le crime est pourquoi le nitrate est arrivé au Liban. Pour ne pas répéter tout, je dis que pourquoi faire toute cette polémique sur cette question et ne faire aucun effort sur comment le nitrate est arrivé au Liban et qui sont les responsables. Si vous le voulez bien, on va aborder tout de même un petit peu les questions économiques. Je vais vous demander de répondre assez brèvement, je sais que c'est difficile. Est-ce que vous êtes pour ou contre le maintien du gouverneur de la Banque centrale, Riyad Salameh? Vous savez bien que cette question a été abordée dans beaucoup de gouvernements. Nous, le Hezbollah, nous voulons savoir pourquoi et comment nous sommes arrivés à cette question essentielle, qui est l'échec économique, l'échec monétaire, l'échec budgétaire du Liban. Et il faut entamer toutes les responsabilités et juger les responsables, tous les responsables. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, ça veut dire juger tous les responsables. Ça veut dire que vous êtes pour le fait qu'il s'en aille? Il faut juger et faire toutes les démarches nécessaires pour juger tous les responsables. On va parler maintenant du programme du Fonds monétaire international. Il y a eu un accord de principe qui a été signé il y a quelques semaines. Est-ce que vous êtes favorable à cette démarche? Est-ce que vous pensez que le Liban a besoin aujourd'hui du Fonds monétaire international? Nous sommes en principe en faveur, mais il faut voir quels sont les détails. On ne parle pas de détails, de petits détails, les lignes essentielles, et voir quels sont les détails de cet accord qui doit être adopté par le gouvernement et ensuite par le Parlement. Quelles sont pour vous les lignes rouges? Les lignes rouges, la souveraineté, les citoyens, et surtout les citoyens vulnérables. Est-ce que la TVA, c'est une ligne rouge, par exemple? Certainement. Les lignes rouges, quand je parle des citoyens vulnérables, les plus pauvres, et il n'y a plus au Liban de classe médiane. Tous les Libanais sont maintenant dans la classe pauvre. Donc il y a beaucoup de questions essentielles qui concernent les citoyens vulnérables. Aujourd'hui, le FMI proposerait, d'après ce que l'on sait, une stratégie de restructuration du système bancaire qui permettrait de préserver les dépôts environ jusqu'à 200 000 $, mais pas au-dessus. Est-ce que ça, vous y seriez favorable? On verra. Je ne vais pas donner une réponse maintenant. Il faut qu'on reçoive
le projet d'accord entre le gouvernement libanais et le Fonds monétaire international. Et quand on le reçoit, on va le discuter au sein du parti et décider qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Et qu'est-ce qui est négociable. Merci beaucoup. Merci Bienvenue. pour ce Bienvenue. long entretien. Bienvenue. Merci à vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission.